Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau cours de l'AMP2C, l'Académie marocaine pratique des cardiopathies congénitales, et qui sera dédié au retour veineux pulmonaire anormaux. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi ce soir deux personnes de renom dans le domaine de la cardiologie pédiatrique, le professeur Lucille Houyel de Paris, qui est cardiopédiatre, bien entendu, professeur de cardiologie pédiatrique. Elle est aussi spécialisée dans l'anatomie des cardiopathies congénitales, et c'est une sommité mondiale, et on peut le dire, et c'est vraiment un réel honneur que de t'avoir parmi nous, Lucille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, Saïd. Merci, Brahim. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir et de partager ce cours. Je vais vous parler beaucoup d'anatomie, bien sûr, mais aussi on verra un petit peu comment l'anatomie s'adapte à la pratique quotidienne. Merci beaucoup. Donc, Et puis aussi, j'ai le plaisir d'avoir avec nous le docteur Brahim Amhzoun, qui est chirurgien cardiovasculaire à Casablanca. Merci beaucoup, docteur Amhzoun, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, bonjour Lucille, bienvenue, bonjour Saïd. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord te féliciter pour cette académie qui est une excellente initiative, qui a un grand succès actuellement et que je pense que c'est une initiative qui mérite d'être encore étendue à une assistance qui soit plus grande, aussi bien cardiologue, pédiatre, cardiopédiatre. Je pense que ça va apporter énormément à tout le monde particulier pour ce sujet qui est de la cardiopathie congénitale qui trouve un intérêt de plus en plus croissant chez nous. Merci Lucille et puis merci Saïd encore et félicitations pour ce. Merci beaucoup, Brahim. Et puis, sans trop tarder, je vais. Donc, juste avant de te donner la parole, Lucie, je vais juste le dérouler comme d'habitude. Donc, on va faire le cours avec professeur Ouyel sur les retours veineux pulmonaires anormaux. Et puis, par la suite, je vais enchaîner avec les cas cliniques, avec 5 cas cliniques. On va essayer de le faire le tour des retours veineux pulmonaires anormaux. Ces cas cliniques vont être bien sûr discutés avec vous, avec nos amis Brahim et Lucille. Et puis voilà, donc on va conclure. Donc je tiens à remercier aussi Younes qui gère un petit peu ce webinaire au nom de SB Consulting. Voilà, sans trop tarder, je te donne la parole, Lucille, pour le cours sur les retours veineux pulmonaires anormaux. Merci beaucoup. merci beaucoup. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire un petit peu d'embryologie pour comprendre comment se forment ces veines pulmonaires et de cette formation vont découler bien sûr les malformations qui peuvent les affecter et ce qu'on peut en dire. Donc, vous voyez très tôt, alors, ce sont des embryons de souris, mais c'est exactement pareil chez l'humain. On a le tube cardiaque primitif ici, et au départ, on n'a pas de poumon. Donc, bien sûr, on n'a pas de veine pulmonaire. Excuse-moi, Lucille, est-ce que tu as partagé ta présentation? Ah, je suis en train de partager, ça marche plus? Brahim, Brahim, tu la vois, toi? Moi, je la vois, mais je vais arrêter le partage. Brahim, tu es en mode mute. Oui, oui, je la vois tout à fait, j'avoue la présentation. D'accord. Ok. Voilà. Ah, C'est c'est bon? parfait. Oui, maintenant c'est parfait, Bon. merci. D'accord. Donc, le tube cardiaque primitif, et on n'a pas encore de poumon, mais on a la structure dont vont découler les poumons, qui est l'intestin primitif ici, que vous revoyez ici. Ici, ce sont les aortes descendantes, symétriques, et le tube cardiaque. Et les veines pulmonaires, en fait, vont se former en même temps que les poumons, en même temps aussi que les capillaires et les artères pulmonaires intrapulmonaires. Et vous voyez sur ce schéma de profil où on voit le cœur, la voie d'éjection et le pôle veineux du cœur. Vous voyez donc l'intestin primitif en bleu et les ébauches pulmonaires qui font former à partir de cet intestin primitif et les vaisseaux.
Donc, si on regarde ces petits schémas, là, on était à ce stade, c'est-à-dire qu'on a des veines systémiques qui arrivent dans le sinus veineux, dans l'oreillette qui est encore commune. On a l'intestin primitif et des ébauches pulmonaires très réduites et déjà la trachée. Là, on a des anastomoses en fait entre les veines systémiques et les veines pulmonaires qui vont se développer en même temps que les bronches et les ébauches pulmonaires. Et ces veines pulmonaires vont se drainer par la veine pulmonaire commune qui va arriver au contact de la future oreillette gauche. Et un petit peu plus tard, cette veine pulmonaire commune va acquérir une lumière et commencer à pénétrer dans l'oreillette gauche. Et vous voyez ici que les anastomoses, du coup, entre les veines pulmonaires qui vont confluer dans la veine pulmonaire commune et les veines systémiques commencent à disparaître. Et puis là, on n'a pas le cœur définitif, puisqu'on a encore une veine pulmonaire commune qui n'est pas totalement incorporée, mais on n'a plus d'anastomose entre les veines pulmonaires et les veines systémiques. Tout ça, c'est le pôle veineux du cœur, donc ça dérive essentiellement du second champ cardiaque postérieur, d'où proviennent aussi les oreillettes et le canal atrioventriculaire. Donc cette veine pulmonaire commune, d'emblée, elle est latéralisée à gauche et elle progresse à travers le mésocarde dorsal qui fait partie du second champ cardiaque postérieur. Elle acquiert une lumière très tôt, vers 4 à 5 semaines de grossesse, et donc elle se latéralise pour s'incorporer progressivement à l'oreillette gauche. Il y a des anastomoses extérieures par là, mais pas dans le cœur, en tout cas, ou près du cœur. La veine pulmonaire commune n'a rien à voir avec le sinus veineux qui est marqué ici en vert par TBX18. On voit que c'est une structure totalement indépendante et qui donc va s'ouvrir. Et quand cette veine pulmonaire commune commence à communiquer avec l'oreillette gauche, les anastomoses systémiques et veineuses pulmonaires disparaissent. Alors voilà, on coupe pour mieux vous montrer cette veine pulmonaire commune, les poumons en formation, les bronches, et vous voyez aussi les veines pulmonaires droite et gauche qui confluent pour cheminer vers l'oreillette gauche à travers cette veine pulmonaire commune. On va voir que cette veine pulmonaire commune, elle va complètement rentrer dans l'oreillette gauche en fait, s'incorporer à l'oreillette gauche, et les veines pulmonaires qui sont là vont être connectées à l'oreillette gauche ensuite. Il y a des situations où on peut avoir une persistance de cette veine pulmonaire commune, et vous voyez ici un cœur avec, ce sont en général des enfants qui ont une hétérotaxie, et c'était le cas de cet enfant. Vous voyez les 4 veines pulmonaires ici qui se drainent exactement comme ici par cette longue veine pulmonaire commune qui ne s'est pas incorporée, qui n'est pas descendue au contact de l'oreillette gauche, mais cette veine se jette dans l'oreillette gauche et non pas dans l'oreillette droite. Donc finalement, on n'a pas de RVPA. Et ça, on rencontre ça régulièrement dans les hétérotaxies. C'est une situation particulière. On peut dire que c'est pas normal, mais en même temps, la connexion est normale. Donc cette incorporation de la veine pulmonaire commune à l'oreillette gauche lui confère son identité définitive. Et quand on voit ces diagrammes tirés de Douglas, de cet article de 2011 qui est vraiment très intéressant, on voit que dans un cœur normal, on a l'oreillette gauche, l'oreillette droite avec les dérivés du sinus veineux, les veines caves, et on a 3 populations cellulaires dans ce cœur. On a le sinus veineux, le myocarde du sinus veineux. Ici, en rose, on a le myocarde des veines pulmonaires qui dérive du second champ cardiaque postérieur. Et puis, on a les auricules. Et les auricules, c'est encore une autre population cellulaire qui est dérivée, elle, du premier champ cardiaque. C'est la partie primitive des oreillettes. Si bien que quand on a un RVPA total, comme ici, l'oreillette gauche est toute petite. Alors, effectivement, on dit qu'elle est petite parce qu'elle n'est pas remplie. Elle est quasiment réduite à son auricule. Mais en fait, c'est pas seulement qu'elle n'est pas remplie, c'est qu'elle n'a pas
incorporer la veine pulmonaire commune et les veines pulmonaires, et donc elle n'est pas du tout sous sa forme définitive. Donc les anomalies des retours veineux pulmonaires, on peut les classer de façon embryologique en deux grands types. Les absences de veines pulmonaires communes. Alors si ça se produit tôt, on a la persistance des connexions embryonnaires entre les veines pulmonaires et les veines systémiques. C'est le RVPA total. C'est essentiellement ce dont on va parler ce soir. Si ça se produit plus tard, on n'a plus de connexion entre les veines et les systémiques et pulmonaires, mais on a, et c'est très rare, une atrésie de la veine pulmonaire commune, dont vous avez un exemple ici. Vous voyez que c'est tiré, j'ai oublié d'où je l'ai sorti cette image, mais on n'en a pas dans notre collection. On voit ça de temps en temps chez les patients. C'est quand même rarissime. Et puis, on a tous les défauts d'incorporation de la veine pulmonaire commune à l'oreillette gauche, en particulier le cœur triatrial, qui est le plus fréquent. Et on verra des exemples tout à l'heure. Le cœur triatrial est une anomalie, c'est pas seulement une membrane à l'intérieur de l'oreillette gauche, c'est bien une anomalie des veines pulmonaires et d'incorporation de la veine pulmonaire à l'oreillette gauche. On parlera aussi des sténoses des veines pulmonaires. On peut aussi avoir un nombre anormal de veines pulmonaires. Donc, le RVPA total peut être de trois types. Extracardiaque, ce sont les plus fréquents, et c'est donc une absence totale de connexion de la veine pulmonaire commune à l'oreillette gauche. Il n'y a pas de veine pulmonaire commune. Et par contre, on a du coup la persistance des connexions primitives avec le système veineux systémique. Le système veineux systémique, ça peut être à l'étage supérieur, les dérivés des veines cardinales. À droite, les dérivés des veines cardinales, c'est le tronc veineux innominé, c'est la veine cave supérieure droite, c'est la veine azygos. À gauche, c'est le sinus coronaire. Et si les veines inférieures de la partie inférieure de l'embryon, les veines systémiques, c'est le système des veines ombilico-vitellines. C'est essentiellement la veine porte, parfois le ductus venosus, et ça peut être aussi la veine cave inférieure. Vous voyez ici qu'on a l'habitude de classer le sinus coronaire, le RVPA dans le sinus coronaire, dans les RVPA intracardiaques. Mais embryologiquement, le sinus coronaire dérive de la corne gauche du sinus veineux. C'est donc bien un dérivé des veines cardinales. Et donc, le RVPA dans le sinus coronaire, en réalité, est un RVPA extracardiaque supérieur. Les RVPA intracardiaques sont du coup rares et sont réduits au RVPA dans l'oreillette droite. Toutes les veines pulmonaires sont connectées à l'oreillette droite et ça s'intègre le plus souvent dans un défaut de latéralité, c'est-à-dire dans les hétérotaxies. Et puis on peut avoir enfin les RVPA mixtes ou miscellaneous qui associent des drainages à un ou plusieurs niveaux. Donc, si on regarde le système veineux systémique, vous avez ici l'intestin primitif, ici les veines vitellines et les veines ombilicales, et puis ici le sinus veineux qui regroupe tout ça, et les veines cardinales droite et gauche qui se divisent en antérieures et postérieures. Les RVPA totaux supracardiaques, c'est la majorité des RVPA, 60 à 70% des RVPA totaux, dont 15 à 18% sont dans le sinus coronaire. Et vous avez les dérivés donc supracardiaques des veines cardinales, la zygos, la veine cave supérieure, le tronc veineux innominé, et puis le sinus coronaire. 20% des cas, donc c'est le RVPA infracardiaque, le plus souvent dans la veine porte ici, mais ça peut être aussi dans le ductus venosus, le canal d'Arencius exceptionnellement, ou dans la veine cave inférieure.
Donc, un peu de terminologie. Pour bien savoir de quoi on parle, on a parlé de la veine pulmonaire commune. La veine pulmonaire commune persiste de façon exceptionnelle après la naissance. On a vu un exemple. Donc, c'est un terme qui est essentiellement embryologique. La confluence des veines pulmonaires, on va l'appeler le collecteur des veines pulmonaires. Ce n'est pas la veine pulmonaire commune. Et la veine de dérivation qui connecte les veines pulmonaires, le collecteur des veines pulmonaires au réseau veineux systémique, on va l'appeler la veine verticale ou la veine de drainage ou la veine de dérivation ou la veine de connexion. Ce n'est pas le collecteur. Ça, c'est vraiment important pour comprendre de quoi on parle. Donc, voici un premier exemple, c'est un EVPA supracardiaque dans le tronc veineux innominé, donc sur un spécimen de la collection anatomique du M3C. Vous avez vu le ventricule droit dilaté. Ici, c'est le ventricule gauche qui est plus petit, bien sûr, mais qui fait la pointe, quasiment la pointe. Donc, il n'y a pas d'hypoplasie du ventricule gauche. Il n'est pas assez rempli, mais quand le chirurgien va reconnecter les veines pulmonaires, il va grandir. L'oreillette droite avec son auricule de morphologie droite, et puis donc le ventricule droit avec sa voie d'éjection dans l'artère pulmonaire et les vaisseaux sont normaux-posés, VG-ORT, VDRP, c'est le cas de la plupart des RVPA totaux en dehors du syndrome d'hétérotaxie. Ici, vous voyez la dilatation de la veine cave supérieure droite et du TVI. Et vous voyez ici, à gauche, la veine verticale, la veine de dérivation, la veine de drainage, qui connecte le collecteur des veines pulmonaires au tronc veineux innominé. Et c'est ce qui va rendre compte de cette image radiologique qu'on dit en 8 de chiffres ou en bonhomme de neige, où vous avez là la tête du bonhomme, ici. Et ici, c'est le corps du bonhomme de neige. Donc cette image radiologique est pathognomonique du RVPA total dans le tronc veineux innominé. Ici, on a retourné le cœur, et vous voyez les 4 veines pulmonaires et la confluence des veines pulmonaires, ici. Vous voyez que cette confluence, ce collecteur, est derrière l'oreillette gauche, mais n'est pas du tout incorporé, bien sûr, à l'oreillette gauche. Et ici, vous avez la veine de drainage. Et je retourne le cœur pour vous montrer la veine de drainage qui passe en arrière de l'artère pulmonaire. Donc l'oreillette gauche est toute petite, elle n'a pas reçu les veines pulmonaires, elle est ici. Et ici, pardon, tout ça c'est l'oreillette droite avec la veine cave inférieure qu'on vient de voir. Et ça, si vous faites de l'écho fœtal, vous allez voir cette toute petite oreillette gauche qui n'est pas carrée ou rectangulaire comme normalement en échographie, parce que ce qui la rend rectangulaire, c'est la connexion des veines pulmonaires. Elle est à bord arrondi, elle est petite, et du coup, il y a un foramen ovale qui est obligatoire. On en reparlera avec un shunt droit-gauche à la naissance. Et ce foramen ovale est en position normale dans le septum. Mais comme on n'a pas de toit de l'oreillette, il paraît très haut situé. Alors là, c'est la même chose, sauf que, donc un cœur normal, en dehors de l'hétérotaxie, tous ces cœurs sont d'anatomie normale. Sauf que, vous voyez la veine de drainage, elle est absolument filiforme. Donc là, c'est le TVI qui n'est pas très dilaté, contrairement à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un grand enfant. Et voilà la veine verticale, avec une zone quasi occluse, voire occluse. C'est ici, entre l'artère pulmonaire et la bronche. Alors, le blocage peut se faire ici, il peut se faire aussi plus haut, à la jonction avec le TVI. Donc évidemment, cet enfant-là va très mal à la naissance, il est bleu, il a un œdème pulmonaire, il est en détresse cardiaque et respiratoire. Vous voyez ici le collecteur des veines pulmonaires et cette veine verticale filiforme.
presque complètement occlus. Cet enfant avait été opéré. Si vous voyez d'un peu plus près, on voit les sutures ici. Il a été très bien opéré, mais malheureusement, à l'époque, les enfants mouraient d'hypertension artérielle pulmonaire. C'était avant l'invention du NO. Donc, encore un RVPA supracardiaque, le ventricule gauche, les vaisseaux, le ventricule droit dilaté, les poumons. Et c'est une forme particulière qui est assez piégeante en écho, où on a un RVPA total avec un long collecteur qui va se drainer directement, quasi directement, dans la veine cave supérieure droite, la veine cave supérieure, il n'y a pas de veine cave supérieure gauche. Et c'est piégeant parce que on ne voit pas de veine verticale et le trajet peut être oblique derrière le cœur. Et c'est pas toujours facile à voir. Ici, pas de veine verticale, donc une connexion directe à la veine cave supérieure qu'on voit ici. Et vous voyez dans la veine cave supérieure les veines pulmonaires. Autre RVPA supracardiaque, bien qu'on le classe encore, et même dans la nomenclature internationale, dans les RVPA intracardiaques, c'est le RVPA dans le sinus coronaire. Donc vous voyez ici la confluence des veines pulmonaires. Ici, c'est l'oreillette droite avec ses muscles pectinés, la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Et puis, on voit les veines pulmonaires et on se dit, elles vont tout à fait normalement dans l'oreillette gauche. Sauf que, en fait, l'oreillette gauche qui est ici est toute petite, arrondie. Elle ne reçoit pas de veine pulmonaire. Et les veines pulmonaires, en fait, se drainent. Là, vous voyez la fosse ovale avec le septum primum, le foramen ovale très haut situé, et l'orifice extrêmement dilaté du sinus coronaire, qui reçoit donc les 4 veines pulmonaires. Donc, quand on voit un sinus coronaire très dilaté à l'écho, vous savez bien sûr qu'on recherche une veine cave supérieure gauche, mais il faut penser aussi au RVPA total dans le sinus coronaire. Enfin, le RVPA total infracardiaque. Et là, donc, vous avez toujours pareil, le ventricule droit dilaté, le ventricule gauche petit mais qui fait la pointe, les poumons congestifs, un foie énorme. Et en arrière, on voit, là encore, cet enfant avait été opéré, l'anastomose était parfaite, mais ici, donc, les 4 veines pulmonaires qui se drainent dans un collecteur, puis dans la veine verticale. Là, on a la veine cave inférieure et ici la veine verticale, la veine de drainage qui se dirige vers le foie, qui pénètre dans le foie et qui s'anastomose dans le système porte. Ces RVPA totaux infracardiaques sont presque toujours bloqués, ce qu'on comprend aisément puisqu'ils sont squeezés, ils sont vraiment entre les lobes du foie. Le RVPA intracardiaque, donc directement dans l'oreillette droite, en général, c'est associé, donc je vous l'ai dit, aux hétérotaxies, et c'est dû à une malposition du septum primum qui est déplacé vers la gauche, ce qui permet aux veines pulmonaires, en fait, qui sont à leur place normale, de rentrer dans l'oreillette droite puisque le septum primum est trop ici à gauche. Et voici un exemple, donc un isomérisme bronchique et pulmonaire gauche avec des bronches symétriques et avec toutes les deux une première bronche de division qui est lointaine, donc des bronches très longues.
Ici, l'auricule de l'auricule situé à gauche, de morphologie externe plutôt gauche, l'auricule situé à droite qui est de morphologie externe plutôt gauche également, mais plus grosse. Et donc, on va ouvrir les oreillettes. Dans l'oreillette située à droite, qui est ici, ne pénètre aucun vaisseau, ni veine systémique, ni veine pulmonaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de muscle pectiné dans les deux oreillettes, donc un isomérisme gauche et muscle pectiné. Et voici le septum interauriculaire, le septum primum qui est tout fin. On a deux valves auriculo-ventriculaires, deux oreillettes. La veine cave inférieure est à gauche, rentre dans l'oreillette située à gauche, de même que la veine cave supérieure. Donc, c'est l'oreillette de morphologie droite, selon Van Prague, qui reçoit les veines systémiques et qui reçoit aussi toutes les veines pulmonaires qui se jettent directement dans l'oreillette de morphologie droite. Donc ça aussi, on le voit très bien en écho. Quand on recherche, quand on voit toutes les veines pulmonaires dans une oreillette droite, il faut rechercher le septum primum, qui est dévié très à gauche. Et en général, on n'a d'ailleurs pas de septum secundum, on n'a pas de partie supérieure musculaire dans ces cœurs, dans ces oreillettes. Donc les RVPA, bien sûr, je vous ai montré, à part le dernier, des RVPA totaux isolés, mais les anomalies des veines pulmonaires sont très fréquentes dans les hétérotaxies et sur un article, on fait une étude en cours de publication, de préparation. Sur 80 spécimens de cœurs fétaux interrompus ou morts in utero pour une hétérotaxie, on a un retour veineux pulmonaire anormal dans 67,5% des cas, et on voit qu'on a 50% de RVPA totaux et 50% de RVPA partiels. Dans l'isomérisme gauche, on a le plus souvent un RVPA partiel et qui est toujours symétrique, c'est-à-dire les deux veines pulmonaires droites dans l'oreillette située à droite, les veines pulmonaires gauche dans l'oreillette située à gauche. C'est ce qu'on appelle le RVPA ipsilatéral. C'est particulier à l'isomérisme gauche. Le RVPA total est plus rare, mais quand il existe, il est toujours dans l'oreillette droite chez ces fœtus, donc toujours intracardiaque. Et dans l'isomérisme droit, on a 100% de RVPA totaux, on n'a pas de RVPA partiel et ils sont presque toujours extracardiaques, supérieurs ou inférieurs, à une ou deux exceptions près, je ne me souviens plus. Quant aux RVPA mixtes, ils peuvent être de différents types et on a ici une classification qui, comme toutes les classifications, vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui est important, c'est que leur diagnostic échographique est difficile et que, Brahim confirmera ou pas, c'est particulièrement difficile à réparer pour les chirurgiens, puisqu'on peut avoir vraiment, on a souvent donc deux collecteurs des veines pulmonaires qui sont donc de petite taille et qu'il faut quand même anastomoser à l'oreillette gauche. On peut avoir l'association d'un RVPA supracardiaque et infracardiaque, supracardiaque et intracardiaque, on peut tout avoir. Donc sur le plan physiopathologique, quand le RVPA n'est pas bloqué, on va le diagnostiquer peu après la naissance ou parfois plus tard, dans le premier mois de vie, sur une cyanose isolée, cyanose qui est modérée et qui est due au shunt droite-gauche par la CIA. Et quand on va faire une écho, on va avoir une dilatation des cavités droites et on va donc faire le diagnostic de RVPA et c'est une cardiopathie à sang mélangé. Quand le RVPA est bloqué, ça fait partie des rares urgences chirurgicales qui persistent, où le chirurgien doit se lever la nuit pour opérer l'enfant.
et il est bloqué donc soit sur la veine de dérivation le plus souvent, ou bien la CIA est restrictive. Et là, ce sont des nouveau-nés qui, vous le savez, vont très mal, qui sont très bleus, qui sont en détresse respiratoire sévère et en insuffisance circulatoire avec une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, un œdème pulmonaire et un défaut de précharge de cavité gauche. La radio est caractéristique avec un cœur qui, la plupart du temps, n'est pas gros et des poumons en verre dépoli, donc témoins de l'œdème pulmonaire. Et puis ici, vous voyez une image en 8 de chiffre de RVPA supracardiaque bloqué. Les RVPA partiels, le plus fréquent, c'est quand les veines pulmonaires droites vont dans la veine cave supérieure, une veine, plusieurs, toutes les veines, avec ou sans CIA. Et quand on a une CIA, ça peut être soit une CIA type sinus venosus, soit de type ostium secundum. Ça dépend si la veine cave supérieure chevauche le septum interauriculaire ou pas. Donc, quand on peut avoir aussi de façon beaucoup plus rare des veines pulmonaires droites dans la veine cave inférieure, on va parler de ce syndrome qui est le syndrome de Simter. On peut aussi avoir des RVPA du lobe supérieur gauche dans le tronc veineux innominé, uniquement la veine pulmonaire supérieure gauche. On va voir un exemple après. Et là, il faut se méfier, surtout si c'est une fille, bien sûr, d'un syndrome de Turner. C'est relativement fréquent chez les Turner. Et dans ce cas, ça pourrait aussi être associé à une coarctation. Et donc, on peut bien sûr avoir des sites et des associations multiples. Voici un exemple de RVPA du lobe supérieur gauche dans le TVI, RVPA partiel isolé. Donc la physiopathologie, elle n'est pas identique, bien sûr, à RVPA total. Ces enfants sont beaucoup moins malades. Ils se présentent comme un champ gauche-droite à l'étage auriculaire, donc comme une CIA, avec les mêmes signes échocardiographiques et radiologiques. Sauf qu'à l'écho, la dilatation des cavités droites est souvent plus marquée que dans une CIA simple. Et il faut vraiment, ça fait partie de l'examen systématique, mais il faut penser aux veines pulmonaires parce que le RVPA partiel n'est pas forcément immédiatement visible. Et très souvent, on va d'ailleurs venir très vite au scanner. Le shunt va être plus ou moins important en fonction du nombre de veines pulmonaires concernées, aussi de la CIA, et ces RVPA partiels n'entraînent pas de cyanose et pas non plus d'hypertension artérielle pulmonaire, sauf dans le cimeterre, mais c'est pour d'autres raisons. Donc voilà une photo d'un cœur, vous voyez ici l'oreillette droite, avec la veine cave supérieure ici, et une veine pulmonaire, même deux en fait, celle-là a été arrachée, mais deux veines pulmonaires qui se drainent dans la veine cave supérieure. Sans sinus venosus, avec un cœur par ailleurs normal. Là, c'est un exemple de RVPA partiel des veines pulmonaires droites dans l'oreillette droite. C'est ce qu'on appelle le RVPA ipsilatéral ou symétrique qu'on voit dans les hétérotaxies, que vous voyez très bien ici sur ce scanner. Et là, en fait, on a la veine cave supérieure gauche, la veine cave supérieure droite, deux veines pulmonaires de chaque côté qui se drainent chacune dans une oreillette. Dans ce cœur, on a deux oreillettes séparées et deux valves auriculo-ventriculaires séparées. Le syndrome de Simter, forme très particulière de RVPA partiel. Donc, sur le scanner, cette veine pulmonaire droite qui a ce trajet qui ressemble à un cimeterre, ce sabre turc, qui va se jeter dans la veine cave inférieure au niveau du diaphragme, un peu au-dessus ou un peu en dessous, qui s'associe dans le véritable syndrome de Simter à une hypoplasie du poumon droit et de l'artère pulmonaire droite, et qui s'associe aussi souvent à des artères de séquestration, et qui donc vascularise une partie du poumon, on va y revenir, et c'est elles qui peuvent entraîner une hypertension artérielle pulmonaire. Il faut donc les emboliser dès la naissance. Voici un exemple d'un syndrome de Simter. Les cavités droites dilatées, le ventricule gauche qui est de taille un peu petite, relativement normale, VDAP, VG aorte.
le poumon gauche qui est de taille normale par rapport au cœur. Et là, vous voyez un poumon droit extrêmement hypoplasique. Et l'artère pulmonaire droite est ici. Il manque en fait tout le lobe supérieur au minimum. L'artère pulmonaire gauche est là, plus large. Et puis, toutes les veines pulmonaires se dirigent par une seule veine au pied de la veine cave supérieure, de la veine cave inférieure, pardon. La veine cave supérieure est là, veine cave inférieure, veine cave supérieure, avec ce trajet caractéristique du cimeterre, qui est un signe radiologique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de cimeterre, qui associe le retour veineux pulmonaire anormal de tout le poumon droit dans la veine cave inférieure, vous voyez la valve d'Eustachi, l'hypoplasie du poumon droit, de l'artère pulmonaire, et puis des artères de séquestration, et on en voit une très large ici. Mais on ne voit pas les artères sortir de l'aorte thoracique descendante parce que le prélèvement est trop haut. Mais vous voyez ici, on coupe cette artère de séquestration qui vascularise une partie du poumon droit avec d'autres petites artères de séquestration. Et vous voyez la différence de couleur entre la partie, entre le séquestre, le poumon qui n'est pas, la zone pulmonaire qui n'est pas ventilée, et le reste du poumon qui est beaucoup plus rose. Donc, ce syndrome de cimeterre, c'est la définition que je vous ai donnée. À ne pas confondre, bien sûr, il y a la veine de cimeterre qui fait partie du syndrome de cimeterre, mais la veine de cimeterre peut être totalement isolée, une anomalie isolée de la veine pulmonaire droite. Et puis le signe du cimeterre, qui est un signe radiologique qui peut se voir sans syndrome de cimeterre et même sans veine de cimeterre dans certaines pathologies très particulières qu'on appelle les meandering pulmonary veins, les veines pulmonaires, comment on traduit ça, tortueuses, et qui vont bien dans l'oreillette gauche. Ce qui est très intéressant, et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre cette malformation très bizarre, le syndrome de cimeterre. En fait, vous vous rappelez de l'intestin antérieur qu'on a vu au tout début. Le cimeterre appartient aux malformations de l'intestin antérieur qu'on appelle les malinosculations. Malinosculation, c'est un terme qui a été introduit en 87, repris et mieux expliqué en 2008 par Lee, et qui veut dire communication par des orifices ou des fistules. En fait, embryologiquement, on a les dérivés de l'intestin antérieur qui sont les poumons avec le parenchyme pulmonaire et les bronches, mais aussi les veines pulmonaires et les artères pulmonaires qui font partie du poumon lui-même, du moins en intrapulmonaire. Et donc, on va voir que ces malformations peuvent être isolées, mais peuvent aussi s'associer. Donc, il ne faut pas retenir cette classification, mais elle est très pratique. On a des anomalies bronchiques ou de la trachée, par exemple les kystes trachéaux, les sténoses trachéales, les atrésies trachéales, les bronches surnuméraires. On a des séquestrations artérielles isolées, des artères qui alimentent le poumon, qui n'est pas ventilé, et puis des anomalies veineuses pulmonaires isolées, par exemple le RVPA, mais aussi la veine de cimeterre isolée et la fameuse veine pulmonaire tortueuse qui va bien à l'oreillette gauche. Et puis, on a des intersections entre les deux. Ces malformations peuvent s'associer. On peut avoir l'association d'une séquestration bronchopulmonaire et artérielle. On peut avoir l'association d'une anomalie bronchique et d'une anomalie veineuse pulmonaire. On peut avoir des fistules artério-veineuses pulmonaires congénitales. Et à l'intersection de tout ça, on a les anomalies des trois catégories. Et ça, c'est le syndrome de cimeterre.
Donc, ça explique tout. En particulier la séquestration pulmonaire, qui est assez mystérieuse. Donc, la séquestration pulmonaire, c'est une zone dysplasique non fonctionnelle du poumon, qui n'est connectée ni aux bronches, donc elle n'est pas ventilée, ni aux artères pulmonaires. Et puisqu'elle n'est pas connectée aux artères pulmonaires, elle est alimentée par une artère systémique qui naît de l'aorte. La plupart des séquestrations sont des séquestrations intralobaires et leur retour veineux se fait dans les veines pulmonaires. Plus rarement, les séquestrations sont extralobaires avec une plèvre isolée et le retour veineux n'est pas dans les veines pulmonaires mais dans une veine systémique. Enfin, pour terminer, ou presque pour terminer, les défauts d'incorporation de la veine pulmonaire commune dans l'oreillette gauche, c'est le cœur triatrial, c'est ce qu'on appelle la membrane, qui n'est autre en fait que le fond de la veine pulmonaire commune, qui ne s'est pas incorporé, qui persiste avec un orifice qui peut être plus ou moins large. Et ici, un spécimen, le seul de la collection, c'est quand même rare, avec un cœur triatrial. Donc le ventricule droit, le ventricule gauche, je vais passer un petit peu vite. Et donc, ces veines pulmonaires qui se connectent à l'oreillette gauche, en arrière du cœur. Ici, vous avez la veine cave inférieure, donc on est dans l'oreillette droite. On a le foramen ovale que je traverse ici. Et on a ce qui semble être l'oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires, sauf que dans le fond de cette pseudo-oreillette gauche, il n'y a pas de valve auriculo-ventriculaire, il n'y a pas de mitrale. Mais en fait, si on regarde bien, il y a un tout petit trou qui est ici. Alors souvent, il est excentré, ce trou, on voit ça en écho, et il fait communiquer le compartiment veineux pulmonaire avec la véritable oreillette gauche primitive, qui comporte l'auricule gauche, et ça c'est très important pour différencier ces membranes de cœur triatrial des membranes supramitrales. Le cœur triatrial est toujours au-dessus de l'auricule gauche, puisque c'est un défaut d'incorporation de la veine pulmonaire commune, alors que la membrane supramitrale, elle, est près de la mitrale et au-dessous de l'orifice de l'auricule gauche. Donc, ces enfants sont extrêmement malades. Ils sont en œdème pulmonaire, c'est la même symptomatologie qu'un RVPA total bloqué, sauf que ça peut arriver à des âges très variables dans la vie. Et on peut voir aussi, c'est évolutif, on peut voir, faire le diagnostic de cœur triatrial incomplet, donc voilà le foramen ovale qui va dans l'oreillette gauche. On peut faire le diagnostic de cœur triatrial incomplet et non obstructif chez un enfant. Ces enfants, il faut les suivre parce qu'il arrive, je me souviens d'un patient qui est arrivé en œdème pulmonaire à l'âge de 58 ans avec un cœur triatrial bloqué. Et ce patient avait vécu toute sa vie normalement. Donc ça peut être évolutif, il faut se méfier. Pour terminer, les sténoses des veines pulmonaires, elles peuvent être acquises et après cure de RVPA. C'est une complication connue qui est due soit aux sutures, mais ça, en général, c'est pas la faute du chirurgien, c'est parce qu'il a beaucoup de mal à placer ses sutures en général dans les RVPA mixtes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, si la suture est trop près des veines pulmonaires, ça va se sténoser. Mais il arrive que même si l'opération est tout à fait correcte, si la chirurgie est correcte, on a des anomalies des veines pulmonaires qui occasionnent par la suite des sténoses. Et ce qui est important, c'est que histologiquement, normalement, les veines pulmonaires ont un manchon musculaire. Donc, vous voyez ici des sténoses.
Ici, un cœur normal, la veine pulmonaire est là et il y a du muscle autour de cette veine pulmonaire qui la sépare de l'oreillette gauche. Dans le RVPA total, la veine pulmonaire n'a plus de manchon musculaire et donc elle a une susceptibilité accrue pour se sténoser avant la réparation ou après. Et puis il y a des sténoses des veines pulmonaires congénitales, soit donc primitives, sans anomalie des retours veineux pulmonaires, qui peuvent concerner une ou plusieurs veines, qui peuvent être isolées, mais qui peuvent être associées. Ici, c'est un enfant qui avait eu un switch pour une transposition des gros vaisseaux et qui a développé par la suite une sténose et une occlusion de la veine pulmonaire inférieure gauche, la supérieure gauche est là, et de la veine pulmonaire supérieure droite, l'inférieure droite étant très large ici. Donc, est-ce que c'est congénital? Est-ce que c'est acquis? C'est pas toujours présent à la naissance. Là, on ne l'avait pas diagnostiqué. C'est toujours progressif. On ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Mais ce qui est important, c'est que les lésions histologiques sont les mêmes dans les sténoses acquises et congénitales des veines pulmonaires. Et ici, vous avez une sténose isolée dans un cœur par ailleurs normal de la veine pulmonaire supérieure gauche. L'inférieure gauche est très large. Vous voyez ici l'orifice très réduit. Et quand on regarde en coupe cette veine pulmonaire, on voit une hyperplasie intimale qui a donc entraîné cette sténose et cette occlusion progressive. Voilà, je vous remercie. Je vais... Merci infiniment, professeur Houillel. Tu as encore quelque chose à faire, à présenter? Non? Non, je voulais juste arrêter de partager mon écran. Ben écoute, c'était un plaisir de t'écouter hein, et d'assister à ce cours sur l'anatomie des retours veineux pulmonaires anormaux. Et tu l'as fait avec une élégance juste magnifique. On te remercie infiniment. Et voilà, je demande à l'assistance s'il y a des questions, qu'il n'hésite pas de les poser sur le chat QR. Vous avez QR, vous avez QR et là vous pouvez poser vos questions si jamais. Alors, si le cœur triatrial gauche, hein, je vais me permettre de juste de te poser une ou deux questions. Si le cœur triatrial gauche, il fait partie éventuellement de ces anomalies de retour veineux, qu'en est-il du retour du cœur triatrial droit? Est-ce que c'est juste une appellation qui est fausse ou est-ce que elle aussi, elle peut rentrer dans ce cadre? Alors effectivement, ça n'a rien à voir hein, en termes embryologiques et anatomiques. À gauche, c'est sûr, c'est un défaut d'incorporation de la veine pulmonaire commune. Et donc, on a deux compartiments séparés, alors que normalement, le compartiment veineux pulmonaire finit par former l'essentiel de l'oreillette gauche. Il y a d'ailleurs une question là-dessus sur le chat. Et le cœur triatrial droit, c'est en fait, ce n'est rien d'autre qu'une valve d'Eustachie exubérante, plus développée que d'habitude, qui la plupart du temps qu'une espèce d'importance parce que c'est une membrane très fine qui bouge et qui n'est pas obstructive. Elle peut être parfois obstructive, mais jamais, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences qu'à gauche. L'enfant est éventuellement un petit peu cyanosé parce que du coup, il y a un champ de droite-gauche par la CIA et il est exceptionnel qu'on ait besoin de les opérer, ces cœurs triatriaux, ce qu'on appelle cœur triatrial droit. En général, avec la croissance de l'enfant et de l'oreillette droite, le shunt s'inverse et il n'y a plus de problème. Alors, il y a une question sur le chat. Peut-on dire que du fait du retour veineux pulmonaire anormal total, l'OG a perdu sa composante veineuse, ne gardant que le fond musculaire? Sa forme carrée ou triangulaire est due en fait à la paroi veineuse. Alors tout à fait, hein, l'OG n'a pas de composante veineuse. Et donc, le fond musculaire, pas tout à fait, parce qu'on a une valve mitrale, hein, donc on a une mitrale normale. Mais ce qu'on n'a pas, c'est le composant veineux pulmonaire. Et donc, sa forme triangulaire ou arrondie, c'est effectivement parce qu'il manque ces veines pulmonaires.
absolument. Et en fait, on n'a plus que la partie primitive de l'oreillette gauche, c'est-à-dire le pourtour de la mitrale, euh, et puis l'auricule gauche, et puis le foramen ovale. Alors, il y a une question sur sur l'échographie, quelles sont les limites diagnostiques de l'échographie cardiaque dans les retours veineux pulmonaires anormaux. Donc, ça, c'est une question qui est très intéressante. Alors, tu veux répondre, Lucille? Alors, je n'ai pas mis d'image d'écho, c'est vrai, parce que ça aurait rallongé beaucoup le cours. Les limites diagnostiques, bah, en général, alors c'est vrai qu'on dit toujours que le RVPA, il faut le rechercher, qui ne va pas forcément nous sauter aux yeux comme ça. Et Absolument. donc, c'est un diagnostic auquel il faut absolument penser surtout devant un nouveau-né qui va mal, bien sûr. Tous eu très peur en apprenant qu'il y a un RVPA qui allait arriver. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais pouvoir dire au chirurgien où il est, où il est? Donc, faire le diagnostic, corrige-moi, hein, Saïd, c'est faire le diagnostic, c'est pas si difficile que ça On est tout quand à on fait y d'accord, pense. oui. Surtout quand on est devant un nouveau-né ou un nourrisson, donc Voilà. un tout petit bébé. En principe, ils ont une échogénicité qui est correcte. Et donc, il faut juste multiplier les coupes et les incidences. Il faut essayer de faire essentiellement la coupe longue axe, la coupe des quatre cavités, la coupe des cinq cavités aussi, elle va nous renseigner énormément. La coupe aussi sous-costale, elle est très très intéressante dans le diagnostic des retours veineux. Et puis il y a aussi la coupe qui est très haute située, juste en dessous de la clavicule, et qui permet, donc en béquillant un petit peu vers le bas, ça permet de voir cet aspect en toile d'araignée. C'est comme une araignée, donc avec les quatre veines pulmonaires qui vont confluer. Et à ce niveau-là, par cette même vue, on peut voir le passage de la veine verticale, hein, donc je ne dis pas le collecteur, hein. Donc on a bien La veine suivi le verticale. cours, donc c'est une veine verticale, et puis aussi par la voie sous-costale, on peut aussi voir s'il y a un retour veineux pulmonaire qui est infracardiaque ou bien un retour veineux pulmonaire partiel au niveau de la veine cave supérieure ou bien au niveau de la veine cave inférieure. Et on va voir quelques cas dans les cas cliniques, effectivement. Mais je crois que, comme tu l'as très bien montré en anatomie, et je crois la prochaine fois, on essaiera de faire un cours avec corrélation Oui, anatomo-échographique, ça pourrait être aussi très, très intéressant. Parmi les signes qui sont indirects, il y a l'oreille gauche qui peut être petite, les cavités gauches qui contrastent avec des cavités droites qui sont très dilatées. Et on n'a pas beaucoup d'explications à cette dilatation, et ça, tu l'as très très bien dit. Donc, on a une petite CIA qui n'explique pas la grosse dilatation, les pressions pulmonaires qui sont élevées au niveau des artères pulmonaires. Et donc, on cherche la sortie des veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche. On ne va pas les trouver à leur situation habituelle. Donc voilà, ça va nous pousser, c'est des signes qui vont nous inciter à rechercher, comme tu l'as très bien dit, un retour veineux pulmonaire qui ne saute pas aux yeux, mais qu'il va falloir chercher. exactement. Donc, effectivement, ce qu'on voit assez facilement, c'est le collecteur des veines pulmonaires qui est derrière l'oreillette gauche, mais qui ne communique pas. Et puis après, il faut chercher où se draine le RVPA. Et- Or, les mixtes, c'est plus difficile. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Yasmina Amrani, elle te passe le bonjour et c'est toujours un plaisir de vous entendre. Pour le cœur triatrial, est-ce que l'écho suffit pour évaluer le défect entre les deux chambres ou il y a nécessité de faire une ETO? Je pense que ça suffit, hein. On D'accord. voit la membrane. Alors, c'est vrai que des fois, en particulier quand c'est serré, mais à ce moment-là, on va voir le jet couleur, hein, la léasine par le petit trou. Voilà, mais c'est vrai que cette membrane, le fond de la veine pulmonaire commune, peut vraiment apparaître comme très près de la mitrale. Ça peut être un peu piégeant. Et puis, c'est pas toujours comme on voit dans les livres, ça coupe l'oreillette gauche en deux. Assez souvent, c'est oblique, comme on a pu le voir sur la pièce anatomique d'ailleurs, hein. Et l'orifice peut être pareil, hein, un peu partout. Il n'est pas forcément au milieu, ça dépend où commence l'apoptose.
Mais bon, c'est quelque chose qui se voit, oui, en écho transthoracique. Oui, tout à fait. Et pourquoi est-ce que le retour veineux pulmonaire intracardiaque n'est jamais bloqué? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de veine de dérivation. Exact. Donc, les veines pulmonaires, encore une fois, c'est souvent une question de position du septum primum qui est trop à gauche. Donc, les veines pulmonaires, elles arrivent dans l'oreillette, elles s'incorporent, sauf que parce que le septum est mal placé, bah, c'est dans l'oreillette qui reçoit les veines systémiques et pas l'oreillette gauche. Alors, comment gérer la persistance d'hypertension artérielle pulmonaire après la chirurgie du RVPA? Bon, c'est vrai que ça peut poser des gros problèmes en post-opératoire dans les retours veineux pulmonaires anormaux totaux. Ils peuvent faire ce qu'on appelle des crises d'hypertension artérielle pulmonaire aiguë, qui sont parfois très très difficiles à gérer, qui peuvent emporter le patient. Et là, je pense actuellement, on a à nos dispositions, comme l'a dit Lucille, on a à disposition le Eno qu'on peut utiliser comme vasodilatateur pulmonaire. On peut utiliser aussi les inhibiteurs de la PDE5 comme vasodilatateurs. Et je ne sais pas si vous utilisez autre chose, Anneker, Lucille. Non, non, c'est ça. C'est essentiellement ça, mais c'est vrai que le NO a transformé le pronostic de ces enfants, hein. Tous les cas que je vous ai montrés, malheureusement, à part le tout premier, parce que c'est un grand enfant, il n'avait pas été opéré, il n'y avait pas de blocage. Tous les autres ont été opérés. Et le Oui. cardiatriel n'a pas été opéré, bien sûr, mais les autres, ils ont tous été opérés dans les années 80. Le NO, je crois que c'est apparu dans les années 90, si je me souviens bien, et ça a transformé le pronostic de ces enfants. Absolument. Alors, Fadwa El Cheb, qu'on remercie d'être parmi nous et qui te dit un excellent cours. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des malformations artério-veineuses à l'étage abdominal en association avec le syndrome de Sinter? Bonne question. Je ne pense pas. Ou alors, en tout cas, c'est pas en relation, enfin, c'est pas embryologiquement relié. Euh, les malformations artério-veineuses, c'est vraiment pulmonaire, les fistules artério-veineuses pulmonaires. À l'étage pulmonaire plutôt. Oui, Hmm. parce qu'on peut avoir aussi des tas d'anomalies pulmonaires, hein, comme un poumon en fer à cheval, par exemple, qui est assez fréquent. Euh, c'est vraiment une anomalie. Alors, c'est vrai de l'intestin, mais de l'intestin antérieur, celui qui va donner les poumons, et pas l'intestin abdominal. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir le lien d'enregistrement pour cette présentation? Oui, vous allez la voir. Salut, merci pour la pertinence du thème. Est-ce que l'imagerie en coupe est obligatoire pour le diagnostic? Alors ça, c'est Non. une très bonne question. Oui. Alors, Euh, je sais pas, je te laisse répondre, ça dépend. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on est d'accord et elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas Elle obligatoire. n'est pas obligatoire, en particulier chez le nouveau-né. Oui. Si on sait si c'est un RVPA total, supracardiaque, infracardiaque, dans le sinus coronaire, qu'on voit les quatre veines pulmonaires et la veine de drainage, on n'a pas besoin d'imagerie en coupe. Quand on voit pas bien, on se méfie d'un RVPA mixte, et là, je pense que c'est important pour le chirurgien. Et puis aussi pour les RVPA partiels, je pense que ça aide quand même aussi pour savoir s'il y a une veine pulmonaire, deux veines pulmonaires, plus, ou est-ce qu'elles vont dans la veine cave supérieure. Je pense que c'est important. Docteur Amhzoun, une petite question concernant la chirurgie de ces retours veineux pulmonaires. Est-ce que tu préférerais opérer un retour veineux pulmonaire anormal total ou bien un partiel? Alors, on exclut les mixtes, mais est-ce que tu penses quelles sont les particularités de, par exemple, d'opérer un retour veineux pulmonaire anormal total supracardiaque et infracardiaque, par exemple? En fait, pour différencier les deux pathologies, parce que tu parles du partiel et du total. Le total, c'est une entité à part pour ceux qui sont extracardiaques, c'est-à-dire supra ou infra. Donc, comme l'a si bien dit Lucie Miel, c'est la seule pathologie
qui nécessite que le chirurgien vienne opérer la nuit. La seule urgence chirurgicale qui existe dans toute la pathologie de cardiopathie congénitale, c'est le retour veineux pulmonaire anormal, total, extracardiaque. Bloc. Donc, cela, bien sûr, c'est des malades qu'on est obligé d'opérer en urgence. C'est des patients qu'on ne voit malheureusement pas encore énormément chez nous, puisqu'ils nécessitent un diagnostic précoce, une prise en charge en réanimation qui soit adaptée dans des centres spécialisés, en particulier l'intubation, ventilation, la réanimation. Et donc, mais c'est une pathologie qu'on aimerait bien voir plus souvent, qui voudrait dire qu'on commence à diagnostiquer, à prendre en charge nos patients très rapidement. Pour ce qui est du retour veineux pulmonaire anormal partiel, ça, c'est une entité qu'on connaît beaucoup plus fréquemment, mais qui peut poser vraiment de gros problèmes pour les chirurgiens. Ce qui est du sinus venosus, par exemple, le retour veineux pulmonaire anormal partiel avec CIAO. Donc, c'est une pathologie qui est commune, que tout le monde connaît, qu'on diagnostique souvent, qu'on opère assez fréquemment. Mais on peut se retrouver dans des situations où, en fait, la hantise du chirurgien, c'est qu'il rentre opérer un malade et on lui parle d'un pseudo-retour pulmonaire partiel, associé ou pas à une CIA ou une autre pathologie, et qu'il ne sache pas où se trouve ce retour veineux pulmonaire et où il ne sache pas quelle sera la technique qu'il pourra utiliser. Donc, comme l'a montré tout à l'heure le Luciel, pour ce qui est du retour veineux-pulmonaire lobaire supérieur droit, en fait, la question va se poser si ce retour veineux-pulmonaire existe bien là où l'endroit on l'a décrit, où est-ce qu'on va pouvoir l'implanter? C'est-à-dire que dans ce cas-là, le chirurgien, c'est-à-dire dans ma compréhension, je vais me dire peut-être que j'aurai l'auricule gauche qui sera juste à côté, et donc je pourrais, mais est-ce que j'aurai suffisamment de longueur? Est-ce que pour ce faire, il sera plus nécessaire de créer une CIA et de faire, disons, une tunnelisation de cette veine pulmonaire vers l'oreille gauche? Donc, pour vous dire, pour ce qui est des cas les plus conventionnels, le sinus venosus, même pour le cimeterre, est-ce qu'il y a une CIA ou pas? Est-ce qu'il faut créer une CIA? C'est une pathologie qui est un peu plus difficile à opérer parce que souvent, il faut faire un arrêt circulatoire en hypothermie profonde pour pouvoir atteindre la veine cave inférieure, pour pouvoir patcher correctement cette veine parce que quand on opère aussi, il faut avoir un bon résultat. Si vous drainez une veine et que votre patch est restrictif et que c'est sténosant, eh ben, le résultat ne sera pas excellent. Donc, il faut toujours différencier les différentes catégories. Pour ce qui est des retours veneux pulmonaires normales totaux, donc c'est des patients qu'on opère en général extracardiaques, qui sont très tôt dans la vie, qui sont pour la plupart des retours veneux qui sont bloqués, surtout pour ceux qui sont retours veneux pulmonaires inférieurs. Pour ce qui est des partiels, pour les sinus venosus, pour un chirurgien averti qui a l'expérience, parce que pour cela aussi, il faut bien opérer le malade, faire par exemple une technique de Varden avec réimplantation de la veine. Donc il faut avoir un excellent résultat et surtout, il faut avant d'opérer le patient, avoir déjà une anatomie bien étudiée pour savoir quelle sera la stratégie pour être assuré d'avoir un bon résultat post-opératoire. Merci beaucoup, Si vous docteur. permettez, j'ai deux remarques par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Pour ce qui est des résultats, en fait, pour l'HTAP, ce qui a permis aussi, en dehors du monoxyde d'azote, qui est très important, c'est vraiment une bonne compréhension de la réanimation de ces patients, c'est-à-dire l'intubation précoce, comment traiter l'acidose, et ces patients qui peuvent, donc c'est des enfants qui peuvent avoir un Rashkin précoce. La prostine, elle est très discutée, mais elle permet aussi de garder un canal artériel qui soit perméable pour pouvoir de diminuer les pressions pulmonaires. Et puis l'usage de l'ECMO. C'est des patients qui peuvent être émis dans des centres spécialisés sous ECMO assez rapidement. Pour la dernière, une des questions aussi, quelqu'un a parlé des retours veineux pulmonaires intracardiaques dans le sinus coronaire. Pour la plupart, certes, ils ne sont pas en HTAP, c'est des malades qui sont presque, c'est des CIA avec un shunt, donc on va dire gauche-droite, mais aussi c'est le fait que le blocage de l'HTAP vient soit de la veine de drainage, soit de la CIA. Dans ce cas, si on a une petite CIA restrictive, oui, on peut avoir de l'HTAP. Donc, mais c'est très rare. Donc, c'est très rare Hmm. d'avoir un retour veineux pulmonaire intracardiaque et puis avec une CIA restrictive. Donc, c'est pour ça que le plus souvent on dit qu'il n'y a pas d'HTAP, c'est juste un shunt. Voilà. Bien, ben merci beaucoup.
Alors, est-ce que quand on a un shunt droite-gauche à travers un foramen ovale perméable, droite-gauche, sans atrésie mitrale, est-ce qu'il faut suspecter un retour veineux pulmonaire, surtout total? Oui, je pense que ça peut Oui, être oui, une oui. piste, hein, ça peut être une piste pour Oui, rechercher oui. un retour veineux pulmonaire anormal total. Après stabilisation d'un nouveau-né présentant un retour veineux pulmonaire anormal total, quelle est la prise en charge chirurgicale à envisager après stabilisation du nouveau-né? Bon, y a-t-il une indication à réaliser de manœuvre de Rashking? Alors, la manœuvre de Rashking est un petit peu discutée, hein, donc elle est un petit peu Hmm. discutée dans le cadre des retours veineux pulmonaires anormaux totaux, ce qui va aggraver un petit peu la cyanose. Par contre, comme a dit Brahim, on va peut-être utiliser de la prostine pour garder ce canal artériel ouvert. Bien, je pense qu'il y a encore des questions. Je vous remercie, professeur Ouyel. J'ai eu l'honneur de suivre un DU sous la direction du professeur Damien Bonnet. Voilà. Est-ce qu'il faut chercher des anomalies génétiques dans le Non, cadre 1? non. Pour l'instant, on n'a pas de piste génétique, hein, Non, donc non, c'est vrai. ce n'est pas utile. Il y avait aussi une question sur comment faire le diagnostic différentiel entre la membrane supramitrale et le cœur triatrial. Oui, je crois que tu as répondu à ça. Mais oui, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, dans la présentation, c'est la position par rapport à l'entrée de l'auricule gauche. Ça, c'est vraiment très important. C'est la façon de faire le diagnostic. Oui. Bien, donc si vous êtes d'accord, donc on est un petit peu dans les temps. On va, si vous êtes d'accord, on va. Ah, s'il reste une question, les caractéristiques de la CIA en cas de RVPA total, c'est un PFO, hein, mais qui est forcé, c'est un foramen ovale. D'accord. Et dans le cas des RVPA partiels, Bah, la même chose, hein, ça peut être associé. Ah, RVPA partiel, ça dépend, hein, parce que le plus euh, souvent, on voit des sinus venosus oui, supérieurs, oui, c'est ça. inférieurs, mais parfois, et ça c'est rare, on peut voir des véritables ostium secundum Si, associés si, à un. oui, oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être. Alors là, la clé du diagnostic, c'est est-ce que la veine cave supérieure chevauche la CIA ou pas en Oui. sous-costal. Si oui, c'est un sinus venosus. Sinon, à ce moment-là, la CIA, c'est un ostium secundum aussi tué. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va passer au cas clinique. Alors, le premier cas, c'est une petite fille de 9 mois, 99% de SAT. Elle a un axe droit, de l'hypertrophie ventriculaire droite. Alors, je vous demanderai juste de me croire parce que j'ai pas retrouvé des boucles vidéo. Alors, on voit ici une dilatation du ventricule droit manifeste. Ici, un septum légèrement paradoxal. Et puis, ici, on a une. Donc, je vais vous montrer donc ici un canal artériel. Donc, ça, c'est l'artère pulmonaire. Donc, un petit canal artériel avec un gradient de pression sur le canal artériel à 73 mm de mercure et une dilatation franche des cavités droites et une CIA. Une CIA juste de 6-7 mm. Donc, 7 mm, ici, on retrouve 6 mm avec une dilatation de l'oreille droite du ventricule droit. J'ai failli me faire avoir avec ce cas clinique, je voulais le présenter parce que c'est ce qu'a présenté tout à l'heure Lucille Houliel en disant que quand vous voyez un shunt qui n'est pas très très important à l'étage auriculaire, que vous voyez qu'il y a une dilatation importante des cavités droites, recherchez un retour veineux pulmonaire anormal. Et ici, on est dans un véritable, comme on a dit tout à l'heure, une CIA au second homme, hein. Et quand vous voyez ici, donc il y a une veine pulmonaire supérieure droite qui se jette dans la veine cave supérieure. Et donc c'est sur la base de cette CIA qui n'est pas très très large, un petit canal artériel. Donc on a une dilatation importante des cavités droites qu'on a suspecté ce retour veineux pulmonaire anormal partiel dans la veine cave supérieure, qu'on a authentifié avec un angioscanner. Et vous voyez ici la veine cave supérieure et le retour veineux pulmonaire supérieur droit qui vient au niveau de cette veine cave supérieure.
La petite a été opérée et elle va très très bien avec un très bon résultat. Donc le message à travers ce cas clinique, c'est qu'il faut faire attention. Quand vous avez une petite CIA, un petit foramen ovale perméable qui n'explique pas la dilatation des cavités droites, pensez à un retour veineux pulmonaire anormal partiel. Brahim Amhzoun, docteur Amhzoun, comment tu aurais opéré ce patient? En fait, ce cas est vraiment très, très, très intéressant parce qu'on est en train d'en parler. En fait, moi, j'assimilerais plus ce cas à un retour veno-pulmonaire anormal isolé parce que j'ai l'impression que c'est juste une toute petite CIA, c'est-à-dire que c'est pas un vrai sinus venosus. Et donc ce cas-là aurait nécessité bien sûr la création ou l'élargissement de la CIA et donc une tunnelisation de cette veine pulmonaire vers la CIA. Pour ce qui est de ces cas particuliers, on voit qu'il y a une très belle veine pulmonaire supérieure droite qui se jette au pied de la veine cave. Et donc, dans ce cas-là, si c'est possible, je pense qu'on a de la distance, il faut faire l'intervention de Varden, c'est-à-dire on va cannuler la veine cave supérieure très haut, vers près du tronc véno-innominé. On va désinsérer la veine cave de sa position, on va élargir le septum secundum et on va patcher cette veine pulmonaire vers l'oreillette gauche. Puis on va réinsérer la veine cave supérieure dans l'auricule. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Varden. Dans certains cas, et on peut avoir certaines différences anatomiques, c'est-à-dire on va avoir une veine principale qui se jette au pied de la veine cave, et parfois, on voit des petites veines pulmonaires qui viennent se jeter un peu plus haut dans la veine cave. Là, dans ce cas d'espèce, la chirurgie est plus complexe parce qu'on ne peut pas laisser ces veines pulmonaires. Donc, on est obligé dans ce cas de faire une technique qui s'appelle la technique du double patch. C'est-à-dire qu'on va patcher directement, sans désintéresser la veine cave, toutes ces veines pulmonaires vers la CIA qu'on aura élargie avec un bon patch. Et puis, on va mettre un patch d'élargissement sur la veine cave en elle-même parce que le patch à l'intérieur de la CIA qui tunnelise les veines pulmonaires vers l'oreille gauche, eh bien, ce patch il va bomber dans l'oreille gauche, il aura tendance à créer une sténose de la veine cave supérieure. Donc, il faut patcher la veine cave supérieure en avant en évitant d'aller sur le nœud sinusal. Ce sont les petites différences pour ce qui est de ce cas, de ce cas clinique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, j'ai pas la main sur les questions, moi. Pourquoi j'ai pas la main sur les questions? Parce que j'ai partagé ma présentation, je crois. Je Tu as la regarde. main? Est-ce qu'il y a des questions, Lucille, s'il te plaît? Petit auger, grande oreillette droite. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions. OK, donc on va passer. Comme ça, on va rester dans les temps. Alors, Jihad, c'est une patiente plus âgée, 33 ans. Je vais vous raconter l'histoire comme je l'ai vécue. Je l'ai vue il y a très longtemps. Donc, je l'ai vue il y a très longtemps. Elle avait un petit foramen ovale perméable. Elle avait une suspicion de retour veineux pulmonaire anormal partiel. Donc, je lui ai demandé de faire un scanner et elle a disparu dans la nature. Elle est revenue opérée de son foramen ovale perméable et elle vient me voir parce qu'elle était dyspnéique, un petit peu stade 2. Elle avait toujours ce souffle et quand on fait l'écho, donc il y a une dilatation importante du ventricule droit, ce septum paradoxal. Donc le ventricule droit qui est dilaté de façon manifeste avec une bonne fonction du ventricule droit. Voilà, une bonne fonction du VD. Et ici, on voit très très bien, donc la veine cave supérieure, je suis en sous-costale et très probablement le retour veineux pulmonaire de la veine pulmonaire supérieure droite au niveau de la veine cave supérieure. Donc là, on revoit un petit peu cette image qui est très suggestive d'un retour veineux pulmonaire. Et puis en plus, cette jeune dame, elle a une veine verticale qui remonte, donc elle s'inscrit en rouge pour les jeunes qui n'ont pas l'habitude de faire l'échographie. Donc vous voyez cette veine verticale qui est à gauche de l'aorte et qui remonte et qui probablement elle va drainer avec elle donc une veine pulmonaire. Donc la même image pratiquement, donc qui se jette dans le tronc veineux innominé et puis par la suite dans la veine cave supérieure. Même chose, là vous avez l'aorte ici.
Alors, cette dame, elle a des pressions pulmonaires moyennes qui ne sont pas très très élevées. Elle a une IP avec des pressions moyennes à 15 plus 5, ça fait 20 millimètres, donc c'est limite, et des pressions systoliques qui sont un petit peu élevées, de l'ordre de 46 millimètres de mercure de systolique. Alors, comme on a suspecté un petit peu à l'écho, vous voyez qu'il y a un retour veineux pulmonaire qui est mixte, un retour veineux pulmonaire supérieur droit dans la veine cave supérieure, et puis il y a cette veine verticale qui remonte et qui va se jeter dans la veine brachiocéphalique gauche ou le tronc veineux innominé, et puis par la suite dans la veine cave supérieure. Alors, cette dame a été réopérée et elle va très très bien. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Lucille ou Brahim? Ou est-ce qu'il y Ça, a des questions sur le c'est- chat? c'est une très très belle observation, hein, parce que ça arrive encore, hein. Et d'où vraiment la nécessité de, quand on a un doute, de vraiment, parce qu'il y avait un doute en fait, hein, pour cette jeune Absolument, femme oui. Ah oui, apparemment, oui. J'avais un de doute. Bon, vraiment, si après, on ne voit pas en écho, parce que c'est pas un VPA total, hein, oui. d'aller à l'imagerie en coupe, effectivement. C'est là que c'est très important. Ça lui aurait évité une deuxième opération. Brahim, En fait, est-ce que oui, tu vas y aller avec la même voie d'abord ou comment tu fais pour ce genre de situation? oui, donc ça c'est un cas de retour veno-pulmonaire anormal mixte, comme disait Lucien Luyel. Donc ça, t'en as deux anomalies du retour veineux pulmonaire. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, le chirurgien, il doit avoir une idée précise sur ce qui se passe au niveau de toutes les veines pulmonaires parce que on n'aimerait pas sortir et on se fait dire par la suite qu'il y a une veine pulmonaire qui se jette, qui ne se jette pas là où elle devrait. Donc, ce patient, donc, on le opère comme on a dit pour tout à l'heure, pour ce qui est de la veine pulmonaire supérieure droite, mais pour ce qui est de la veine pulmonaire supérieure gauche, bon, il va falloir la réimplanter ailleurs. Je pense que l'auricule est juste à côté. Donc, il faut faire aussi cannulation cave supérieure haute, euh, donc création de CIA, tunnelisation de la veine pulmonaire, et puis un Varden. Et puis, du côté gauche, on va réimplanter cette veine pulmonaire au niveau de l'auricule. Je pense que c'est plus simple. On pourrait aussi imaginer l'implanter au niveau du toit de l'oreille gauche en arrière de l'aorte. C'est deux techniques chirurgicales. En tout cas, vraiment, c'est très parlant de ce qu'est ma hantise, en tout cas quand j'opère un malade et que je me pose la question sur où se jette. Parce que je peux vous dire honnêtement qu'il m'est arrivé une fois d'opérer une patiente pour laquelle on m'avait dit qu'il y avait un retour veineux pulmonaire anormal de la veine pulmonaire supérieure gauche. C'est une patiente, et ça c'est un cas exceptionnel, qui n'avait qu'une veine cave supérieure gauche, il n'y avait pas de veine cave supérieure droite. Et puis, en opératoire, c'est pas évident. J'ai dû ouvrir le cœur du côté gauche pour vérifier que cette veine pulmonaire supérieure gauche se jetait bien dans l'oreille gauche. Donc, c'était une erreur diagnostique, aussi bien du scanner, hein, qu'il n'y a pas que l'échographie. Et donc, c'est des situations opératoires qui sont compliquées et il faut être averti. Il faut bien tout vérifier avant de se dire que l'anatomie est telle qu'on pense pour pouvoir faire un acte qui soit le plus complet et le plus réussi pour bien sûr, pour le Merci besoin. beaucoup, Brahim. Voilà. Alors, Nesrine, c'est une observation un peu aussi très particulière qu'on a vécue. Donc, 17 ans, elle est syndromique, elle a été opérée d'une coarctation de l'aorte à l'âge de 4 ans. Elle sature correctement, elle fait des malaises après l'effort. Une fois, donc je lui ai demandé de faire un petit effort au cabinet, elle est revenue, elle était au bord du malaise. Elle a une coarctation qui est bien corrigée avec une absence de différentiel de la tension artérielle entre le membre supérieur et le membre inférieur. Et voilà son échographie. Désolé, donc c'est des images que j'ai prises de l'écho directement. Donc on voit qu'il y a une dilatation des cavités droites. Euh, Ici, on voit très bien le retour veineux pulmonaire du côté de gauche qui est présent. Et on essaie de rechercher, enfin j'essaie de rechercher le retour veineux pulmonaire du côté droit. Et donc j'ai du mal à le retrouver. Il y a cette dilatation des cavités droites. Il y a de l'hypertension pulmonaire avec une pression moyenne sur l'IP qui est à 31 plus 10. Ça fait 41 de pression moyenne, une dilatation des cavités droites, des pressions
droites qui sont aux alentours de 51-55 mm de mercure. Une bonne fonction encore du ventricule droit. Ici, donc on ne voit pas de CIA, mais on voit une veine cave inférieure qui est dilatée avec des veines sushépatiques légèrement dilatées. Et on essaie de multiplier les incidences et on voit qu'il y a ici quelque chose, donc une structure ici qui arrive au pied de l'abouchement de la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. Alors, est-ce qu'on peut parler ici? Donc, ça, c'est une question que je te pose, Lucille, s'il te plaît. Bon, si tu peux répondre. C'est est-ce que il y a c'est une CIA qu'on appelle sinus venosus, ou est-ce que c'est juste une anomalie du retour veineux pulmonaire ici, droit, dans la veine cave inférieure? Alors, l'évolution, donc ici, on voit très bien cette structure qui se jette dans la veine cave inférieure. Donc, en résumé, il y a de l'hypertension pulmonaire, on n'a pas vu de CIA authentique, il y a des veines pulmonaires supérieures et inférieures droites qui n'ont pas été vues, une suspicion de retour veineux pulmonaire droit dans la veine cave inférieure, une bonne fonction du VD, et ici, on a fait un angioscanner. On voit le retour veineux pulmonaire du côté gauche qui est correct. Et ici, il y a un gros collecteur qui reçoit, enfin, une veine qui reçoit, une veine de drainage qui reçoit les veines pulmonaires du côté droit. Et au scanner toujours, donc on authentifie les retours veineux pulmonaires ici, qui vont se collecter dans cette veine de drainage, laquelle veine de drainage va se diviser en deux. Il y a une veine qui va se comporter comme physiologiquement comme une veine pulmonaire qui va aller dans l'oreille gauche, et il y a une deuxième veine qui est un retour veineux pulmonaire anormal partiel qui va se drainer dans la veine cave inférieure. Donc voilà à quoi ça correspond schématiquement. Donc on a la veine de drainage des veines pulmonaires à droite. Donc une qui va dans l'oreillette gauche, normalement, et l'autre qui va aller qui va se drainer dans la veine cave inférieure et qui, elle, va être à l'origine de la dilatation des cavités droites de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, on a discuté en staff avec nos amis de Bordeaux, Xavier Iriart et Zakaria Jalal, qu'on remercie infiniment pour leur collaboration et leur aide. Et on s'est dit pourquoi ne pas aller fermer cette veine de drainage, ce retour anormal, par, euh, par un device, par une prothèse à ce niveau-là. On va monter par la veine cave inférieure. On va essayer de se mettre sur cette veine de drainage, sur cette retour veineux anormal. On va le fermer et bien sûr, on va laisser le retour physiologique dans l'oreille gauche. Donc, on a utilisé cette prothèse et voilà un petit peu ça, c'est le retour veineux physiologique qui va dans l'oreille gauche. Et puis, vous allez voir, il y a euh, ce, cette veine de drainage qu'on va voir ici. Donc, on va voir ici, voilà. Elle est là. Et puis ce retour veineux pulmonaire qui va aller dans cette veine cave supérieure qui est très dilatée. Donc la suite, voilà, donc c'est ce retour veineux pulmonaire dans la veine cave inférieure. Et donc on a fait monter, bien sûr, les guides et toute la technologie. Donc on s'est mis un petit peu au niveau de cette veine de drainage. Et on a essayé de sortir le premier disque à ce niveau-là. Donc le premier disque, il arrive à ce niveau-là. Et voilà, la prothèse, elle est à ce niveau-là. Elle est en train de fermer le deuxième disque. Il est là du côté de la veine cave inférieure. Et donc on fait des manœuvres. On essaie, donc le cathétériseur, c'est le docteur Zakaria Jalal, il essaie de tirer un petit peu pour voir si elle est stable. Et puis, voilà, donc on a essayé plusieurs fois et puis on n'arrive pas à la stabiliser
à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'elle bascule à chaque fois du côté de la veine cave inférieure. Donc, on l'a confié au chirurgien, cette jeune dame. Est-ce que vous auriez fait la même chose, les amis, ou est-ce que ou vous auriez pu aller directement à la chirurgie? Lucille, est-ce que tu as déjà vu un cas comme ça où la veine, elle se divise, la veine de drainage? Oui, oui. Je dois dire que bah, je fais pas de cathétérisme, mais à Necker, ils n'ont jamais essayé de fermer. Moi, j'avais quand même l'impression en écho je me demande si c'est pas un sinus venosus inférieur. Inférieur, oui. Mais, alors c'est particulier, on dirait à la fois un cimeterre, un sinus venosus, et puis ce double drainage, on a déjà vu ça. C'est très particulier. Et c'était une très belle idée, mais Ouais. c'est vrai que Donc, euh, En fait, la question qui se pose, moi, dès le départ, je me disais, il faut une berge, quoi. Il faut une berge c'est de, ça. c'est ça. C'est-à-dire là, vous êtes dans une situation où vous n'avez qu'une seule berge. Ouais, Ça s'assimile à une CIA que vous voudrez fermer par une CIA ostium secondo qu'on voudrait fermer par cathétérisme. On sait très bien que la berge inférieure, c'est la veine cave. Donc, ça ne marcherait jamais. Donc, c'est ce genre de patient, on envoie directement à la chirurgie. Moi, j'aurais envoyé directement à la chirurgie en me disant qu'il n'y a pas une autre berge pouvoir ancrer et qui, même au cas où elle tiendrait quelque part, il y aurait toujours un shunt résiduel particulier avec ce retour veineux pulmonaire qui resterait significatif. on aura tenté, mais Non, non, mais c'est très bien c'est l'idée intéressant, hein. est excellente. ouais. C'est bien, comme ça on aura. Donc, je pense que. Bien. Ça, je vais vous présenter les deux dernières présentations. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Les deux dernières présentations qui m'ont été prêtées par mon ami Xavier Iriart, que je remercie infiniment. Et le premier cas, donc, c'est un nouveau-né qui était gêné avec une saturation en 94, une dilatation importante des cavités droites. C'est un nouveau-né. Et encore une fois, une dilatation très importante des cavités droites. Et encore une fois, regardez cette oreillette gauche qui est toute petite. Hein, tu es d'accord, Lucille? Oui, oui, Elle est absolument. toute petite. Elle doit nous faire tiquer sur le diagnostic éventuellement d'un retour veineux pulmonaire anormal total. Encore plus lorsqu'il y a cette hyperpression des cavités droites, surtout de l'oreillette droite. Un foramen ovale perméable qui doit chanter droite-gauche. Et je voulais vous montrer cette image qui est très très belle, qui a été réalisée par Xavier et qui montre la confluence des veines pulmonaires et le départ de cette veine verticale qui va se jeter dans le tronc veineux illuminé et puis par la suite le retour par la veine cave supérieure vers les cavités droites qui vont être dilatées. Voilà, donc ça c'est un cas qu'on peut diagnostiquer à l'échographie, hein, tu es d'accord, Lucille? Et Oui, 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 c'est très on n'a beau, pas hein. besoin de cathé, hein. Ou Non, on n'a pas non, besoin de cathé, on n'a pas besoin de scanner aussi non plus pour non faire le plus. diagnostic. Là, On peut c'est très net. voir, oui, c'est très net et on peut voir si la veine verticale, est-ce Elle est bloquée ou pas, hein, elle elle est est bloquée ou pas. sténosée ou pas. Alors, le dernier cas, comme ça on va être dans les temps. Le dernier cas clinique aussi, c'est un cas de Xavier Hiriart, très très intéressant. Alors, donc ils l'ont reçu le premier jour de sa naissance, hein. Donc, il y avait un doute sur un retour veineux pulmonaire anormal total en anténatal. Ils ont fait une écho fétale, donc ils ont suspecté. Et puis, il a été transféré aux soins intensifs de cardiologie pédiatrique les premières heures de vie. Donc, il avait donc des paramètres comme vous le voyez. Il était eupnéique à l'air ambiant et avec une radio qui montre une hypervascularisation assez nette au niveau pulmonaire. Et quand il a fait l'échographie, donc il y a encore une fois, pardon, cette, euh, cette oreille de gauche qui est toute petite, il y a ce vaisseau qui ne doit pas exister à ce niveau-là normalement et qui est derrière l'oreille de gauche. Encore une fois, pardon.
encore une fois, ce vaisseau qui va rentrer donc, dans le foie, au niveau du foie, et très probablement, il va se jeter dans le système porte. Donc, ce retour veineux pulmonaire infracardiaque était bloqué avec un gradient de pression ici que vous voyez, gradient moyen à 16 mm de mercure, un foramen ovale perméable qui chante droite-gauche, une oreille droite qui est très dilatée, un canal artériel qui chante encore gauche-droite, et ils ont fait un angioscanner qui a montré ce retour veineux pulmonaire anormal total infracardiaque avec cette veine de drainage verticale qui descend, qui traverse le diaphragme et qui va aller vers le foie très probablement au niveau du système porte. Donc, encore une fois, en reconstruction. Et vous voyez ici qu'il y a un blocage, une fois, comme a dit très très bien professeur Houyel tout à l'heure, donc une fois la veine verticale, elle rentre dans le foie, donc elle est entre les lobes et elle est sujette à des obstructions extrinsèques et donc un blocage. Donc au total, retour veineux pulmonaire anormal infracardiaque. Les quatre veines passent derrière l'oreillette gauche et sont drainées par une veine verticale qui descend et traverse le diaphragme et rejoint le tissu hépatique. Cette veine verticale présente sur son trajet hépatique une obstruction et un canal artériel. Il y a aussi un foramen ovale perméable qui chante droite-gauche. Alors cet enfant a été opéré à Gisors de vie. Donc le jour même, comme a dit docteur Hamzoun tout à l'heure, c'est des grandes urgences. Et donc, ils ont ligaturé le canal artériel, ils ont fait la cure du retour veineux pulmonaire anormal total infracardiaque, ils ont fait une anastomose directe du collecteur à l'oreillette gauche, et ils ont fermé et sectionné la veine de drainage. Ça aussi, c'est une question qu'on pourra te poser, docteur Hamzoun. Est-ce que quand on raccorde les veines pulmonaires à l'oreille gauche, est-ce que tu gardes cette veine verticale, qu'elle parte en haut ou qu'elle parte en bas? Est-ce que tu la résèques ou est-ce que comment tu fais? Et puis ils ont fermé la CIA. Alors le post-op était extrêmement difficile, donc comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il y avait la fonction cardiaque qui s'est améliorée rapidement en post-opératoire avec un débit cardiaque normal. Mais il y avait une vasoplégie majeure qui a nécessité des drogues vasoactives, dysfonction hépatique sans argument, d'une cause métabolique ou bien d'une hépatopathie congénitale, il y a une dysfonction pulmonaire. Ils ont mis en place une ECMO véno-veineuse à J13. Le bébé a fait une insuffisance rénale, il a été hémofiltré à J13, à J21. Donc, ils ont discuté et la conclusion était un échappement thérapeutique malgré un traitement optimal bien conduit. Et donc, ils ont décidé d'arrêter le thérapeutique. Et voilà. Donc, c'est des cas qui sont quand même très compliqués, très, très difficiles à gérer. Donc, ça, il faut le dire aussi. Il faut qu'il y ait des centres d'expertise. Il ne faut pas sortir de ce cours et dire qu'on peut faire tous les retours veineux pulmonaires anormaux totaux bloqués à la naissance. Il faut qu'il y ait une équipe d'intensivistes, il faut qu'il y ait une ECMO derrière, peut-être en post-opératoire, il faut qu'il y ait toute l'infrastructure et toutes les compétences nécessaires pour se gérer ce genre de chirurgie qui sont parfois compliquées. Tu es d'accord, Brahim? Oui, tout à fait, professeur Charabi. En fait, moi, je dirais que le retour veineux pulmonaire, en particulier le retour veineux pulmonaire anormal total, sur le plan technique, est une chirurgie qui est assez simple. C'est juste une anastomose où on connecte le collecteur à l'oreille gauche. La problématique tourne complètement autour de la réanimation, de la prise en charge per et post-opératoire, comme on l'a vu avec ce dernier cas. Et même pour ce qui est de la ligature de la veine de drainage, et même de la question est-ce qu'il faut laisser une CIA résiduelle, ces questions sont Ils ont laissé une CIA qu'ils ont calibrée à 3 mm. J'ai oublié oui, de le dire, mais ils ont laissé une CIA de soupape. Hein. tout à fait, parce que ces questions-là, beaucoup de gens critiquent aussi bien le fait de laisser la veine de drainage que la CIA, parce qu'elle pose d'autres problématiques en réanimation dont on parlera, mais en fait, elles sont liées juste à laisser quand même une marge de manœuvre au réanimateur comme une soupape
de sécurité pour que le ventricule gauche, comme si on lui laisse un petit peu d'air pour pouvoir pomper au cas où, parce qu'il y a un défaut de compliance, une dysfonction diastolique, et on se dit qu'on va lui laisser une petite soupape pour qu'il puisse drainer, parce que c'est ça le principal problème. Et puis le deuxième, c'est l'HTAP au cas où il fait une crise d'HTAP, il pourra, disons, vidanger du côté droit vers le côté gauche. Mais en fait, ces questions-là posent le problème du débit en lui-même, parce que on laisse un collecteur, une veine de drainage, le sang aura tendance à aller dans la veine de drainage plutôt que dans la veine gauche, et donc il y aura un bas débit lié juste au fait qu'on a une veine de drainage qui n'est pas ligaturée. Ou également au niveau de la CIA, si on a une CIA, il se peut parfois que vous ayez plus de sang qui passe à travers la CIA que dans le sens adéquat, et donc vous avez un bas débit parce que la question est là. Moi, je serais plus dans le sens de ligaturer la veine de drainage, parce que sinon, on ne va pas remplir ce ventricule gauche qui est déjà petit. C'est vrai qu'il y a des défauts de compliance, mais normalement, aujourd'hui, nous avons, comme on en a parlé, des moyens techniques pour pouvoir traiter tout ça, en particulier contre l'HTAP, avec le monoxyde d'azote, les amines et puis l'ECMO, en cas où je me demande ce cas-là, est-ce qu'il n'aurait pas nécessité, ce dernier cas, d'une vraie assistance artério-veineuse et non pas véno-veineuse. C'est-à-dire, on aurait dû peut-être aller au bout de l'histoire, ne pas mettre juste une assistance de Sacha. C'est-à-dire là, ils ont mis une véno-veineuse peut-être pour l'oxygéner parce qu'il avait une CIA qui chantait plutôt droite-gauche et donc il désaturait à cause de la CIA. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est dans une réanimation qui est entre les deux et on se retrouve dans une situation où ça ne se passe pas très bien alors que peut-être avec une vraie ECMO, une vraie assistance et en fermant toutes les connexions, on aurait peut-être pu sauver ce patient et lui éviter cette pression droite qui va être très élevée, donc cette TIA et donc cette problématique. On connaît très bien l'équipe de Bordeaux. Ils sont très, très performants. Certainement, c'est un cas qui a été, bien sûr, discuté en préopératoire, en long, en large. En tout cas, on remercie infiniment l'équipe de Bordeaux pour sa collaboration et puis pour son aide et pour ces deux cas cliniques qu'on nous a prêtés. Merci infiniment. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire qui était très, très fructueux, très, très enrichissant. Je tiens à remercier professeur Ouyel pour sa présentation, comme quelqu'un l'a dit dans les questions, une présentation très, très originale, que moi aussi j'ai trouvé très, très originale, très intéressante. On comprend les retours veineux-pulmonaires anormaux euh, d'une façon très très simple, d'une façon anatomique, d'une façon sur les spécimens. C'est juste magnifique. En tout cas, je te remercie infiniment pour, euh, pour avoir accepté notre invitation, pour tout ce que tu fais aussi pour la cardiologie pédiatrique marocaine, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de toi et qu'on fait appel à toi, tu es toujours présente. Tu es une grande dame de la cardiologie pédiatrique et, euh, et vraiment, je te remercie infiniment, Lucille, pour ça. Merci beaucoup, vraiment. C'était un plaisir, un honneur d'être avec vous ce soir. Et puis de voir qu'il y a autant de monde aussi, hein. Et donc, bravo, bravo d'organiser Et il y ce avait beaucoup de monde, c'est vrai, webinaire. hein. Ouais, il y avait beaucoup de monde ce soir. C'est vraiment Merci magnifique. infiniment. Je voudrais aussi remercier le docteur Brahim Ahmzoun pour ses commentaires, pour ses interventions sur le plan chirurgical qui étaient très très riches. Et au plaisir de vous revoir. Donc avant de terminer, je voudrais remercier encore une fois Younes pour son implication dans ces webinaires et sa société SB Consulting. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un sujet aussi très très intéressant qui va traiter les anomalies congénitales de la valve mitrale. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, Au merci à revoir. toi. Merci, merci, Merci à c'était tous. très gentil. Merci, Lucille. À bientôt.